Cette tempête a pris un peu tout le monde par surprise parce qu'elle n'était pas prévue, elle n'a pas été annoncée par Suisse Météo. Et puis c'est vraiment au fur et à mesure de la force du vent que les gens se sont rendus compte qu'en fait ça devenait vraiment quelque chose de très puissant et qui allait causer énormément de dégâts. Et puis ensuite, évidemment, tout s'est déclenché, les téléphones d'urgence ont commencé à sonner. Tout le monde a été très surpris puisqu'elle a passé en 6 minutes 30 exactement sur les montagnes de Châtenoise. Et la tempête s'est déplacée à une centaine de kilomètres à l'heure et à l'intérieur de cette tempête, il y avait des vents qui étaient entre 100 et 300 kilomètres à l'heure. C'est vrai que les premières heures où on est arrivé sur le terrain et qu'on a vu ce qui s'était passé, émotionnellement c'est assez choquant. On n'y croit pas, on se croirait dans un film un peu. Et puis ouais, ça fait quelque chose au ventre parce qu'on a travaillé dans ces forêts, on participe à l'évolution de la forêt. On structure le paysage aussi dans ces forêts, que ce soit du rajeunissement au perchis, à la futée. Et puis quand on voit que tout est par terre en seulement 5 minutes, ça fait quelque chose émotionnellement. Ouais. L'essentiel, dans un premier temps, c'était d'assurer la sécurité, la sécurisation de l'espace public, dans cette situation qui était un peu chaotique, en fait, à travers la ville. Il y a eu les mesures d'urgence, c'est-à-dire c'était de libérer les voies de communication pour que les gens puissent sortir de chez eux, rentrer chez eux, ou pour les secours qui puissent aller accéder à différents endroits. Donc ça a été les priorités durant les premiers jours. Quand on arrivait le mardi matin, déjà même le lundi après-midi, la grande question c'était mais où est passée cette tempête? Est-ce que c'était la moitié du canton? Est-ce que c'était que Chaux-de-Fonds? Vu qu'il y a énormément de gens qui ont publié des photos d'arbres couchés, de toits arrachés, etc. Et juste en me basant sur ces localisations sur les réseaux sociaux, on a pu sortir cette carte. J'ai ma maman qui habite au Log, donc j'ai vite téléphoné, j'ai dit mais c'est aussi la catastrophe comme à Chaux-de-Fonds, il y a une grue qui est tombée, il y a des maisons qui sont tombées. Elle m'a dit non, rien, il n'y a même pas mon mobilier de jardin qui sont volés, donc ah bon, d'accord, bonne nouvelle. Donc avec ces quelques infos, on a pu vite définir le périmètre qui nous intéressait en fait. Et le service forestier cantonal a décidé d'appuyer la ville dans la sécurisation des arbres situés sur le périmètre urbain des villes de la Chaux-de-Fonds et du Locle. Il y a eu énormément de dégâts en ville. On s'est dit mais comment on va faire? Chaux-de-Fonds c'est grand, hein, ça fait quand même pas mal d'hectares, pas mal de rues, d'arbres. On a parcouru les rues, on allait regarder avec le mot d'ordre principal, c'était sécurité. On s'est vraiment concentré sur tout ce qui était dangereux. Donc on avait des arbres qui étaient appuyés contre des bâtiments, qui étaient sur la route, qui étaient à moitié cassés, et puis qui risquaient de tomber, un peu déchaussés et tout. Et c'est ça qu'on a identifié. Et c'est comme ça, en recoupant en fait les informations, qu'on a établi les premières cartes de danger pour dire aux gens, tant qu'on n'a pas pu se rendre dans les forêts pour évaluer la situation, il faut éviter, vous, d'y aller pour prendre des risques inutiles. Et puis ensuite, de voir aussi ce qui s'était passé à l'extérieur de la ville, où il peut aussi y avoir des dangers qui guettent les promeneurs éventuels qui iraient se promener en forêt. Il a fallu s'occuper des pâturages en premier temps avant la forêt. C'était des surfaces qui étaient très importantes. Et si on prend au niveau du volume de bois qui a été estimé, touché dans ces pâturages boisés, on a à peu près le 20% du volume qui vient des pâturages boisés. Il y a tous les anciens arbres qui faisaient l'image de ce pâturage qui sont détruits, mais la régénération, elle n'est pas là parce qu'elle a trop de peine à s'installer. C'est des milieux alors qui sont totalement artificiels, mais qui représentent en fait un mélange entre l'ombre de la forêt et la lumière des pâturages. Et là, il y a tout qui est mélangé, avec beaucoup de buissons, beaucoup de structures. Donc au niveau biodiversité, c'est très important. Et c'est là qu'on va devoir travailler très fortement au niveau du service forestier. Ce sera d'inciter les propriétaires des pâturages boisés et les fermiers à
booster, si on veut, la régénération forestière de ces pâturages boisés, la régénération ligneuse de ces pâturages boisés. Parce que sinon, les agriculteurs des générations qui vont venir n'auront plus cette diversité des pâturages boisés, n'auront plus ces pâturages boisés comme on les connaît, qui sont emblématiques de la région, donc plus ce mélange entre agriculture et forêt. On est resté vraiment que dans les pâturages boisés jusqu'à présent pour dégager avant l'hiver les prés, les prairies et que tous les agriculteurs puissent refaire leur clôture. Et puis maintenant on monte gentiment dans les forêts où là on a commencé par dégager les sentiers pédestres officiels et on doit dire qu'on découvre des choses chaque jour au niveau des dégâts. Il y a beaucoup de résineux par terre. Les feuillus ont aussi été beaucoup touchés parce qu'évidemment avec leurs feuilles ils ont beaucoup plus de portance donc ils ont beaucoup souffert aussi. Le gros problème aussi pour les arbres qui sont tombés comme ça, et là ça a fait un sacré mikado dans le sens qu'il y en a qui ont été déracinés et d'autres cassés à hauteur de 2-3 mètres, qui ont fait un enchevêtrement, donc après il y a des tensions qui se créent. Et chaque taille que fait la personne appliquée est une taille potentiellement dangereuse parce qu'on ne connaît pas le caractère de l'arbre quand il était dans sa position naturelle. Ces bois ils se sont tellement croisés qu'il y a des fortes tensions dans le bois. Puis le risque, en fait, c'est que le bois éclate et puis c'est là où il y a un très très gros risque d'accident. Il y a également le risque que quand on enlève la souche vienne sur la personne qui est en train de débiter. Il faut avoir ces connaissances techniques parce que les tailles en Chablis ne sont pas les mêmes que les tailles au quotidien. Le forestier bûcheron doit se poser un certain nombre de questions. Quelles seront les réactions de l'arbre? Est-ce qu'il y a une tension, une compression? De quel côté il veut se positionner ou bien finir sa taille pour laisser le bois réagir? Aussi se poser la question, est-ce qu'avec ma taille, je crée une autre zone de danger? On arrive avec la grue à bloquer, et avec le câble de l'autre côté, sécuriser la souche pour que le bûcheron qui travaille avec nous puisse être en sécurité totale, quoi. Parce que la personne dans la machine n'est pas vraiment en danger, mais c'est vraiment la personne qui est à l'extérieur de la machine où il y a le plus de risques. Et puis pour ça également, il y a un cours qui a été mis en place par le canton de Neuchâtel, parce qu'on sait que le forestier bûcheron est un des métiers les plus dangereux de Suisse. La priorité une, tant au niveau des premières heures que maintenant, quelques semaines après, c'est toujours la sécurité au travail et travailler dans le calme et la sérénité. Alors ici, le danger principal, c'est quand on scie que la souche tombe sur le bûcheron et puis la mise en mouvement du tronc, donc le tronc va tomber au sol et éventuellement une rotation par la pente. Alors ici, je vais scier plus ou moins déjà un tiers du tronc et après le reste, je le ferai par de l'autre côté en sécurité. Alors là, je vais scier d'abord de la compression et après, je vais aller dans la tension jusqu'à ce qu'il y ait un clac. Et puis là, je vais scier en montant gentiment. Et la souche, si elle se met en mouvement, ce sera plutôt contre en bas. Et moi, je suis en sécurité grâce à ça. C'est sûr que tous ces bois qu'on aurait pu exploiter et valoriser et vendre et commercialiser, ça ne va plus être possible parce que la tempête, elle a pas seulement renversé ou cassé ces arbres, mais elle a endommagé le bois lui-même. Donc en fait, ces bois sont très difficiles à commercialiser. Dans ces peuplements où il y a eu beaucoup de casse dû à cette violente tempête, et là, tous ces petits défauts qui étaient naturellement là sont bien amplifiés. Et en plus de ça, il y a des nouveaux dégâts dus à la tempête, au choc, à un arbre qui est retombé, qui a été tordu. Enfin voilà, on peut imaginer un grand mikado comme ça peut être. Et puis après là, on les sort simplement de la forêt, on les empile traditionnellement et puis après on vend nos bois
malgré un marché qui est très difficile, très compliqué, qui est quasiment amorphe, qui est quasiment mort actuellement. On va vraiment prendre le gros volume du bois qui vient facilement et tout ce qu'on doit aller chercher plus loin, qui va nous coûter plus d'énergie et qui ne fait pas sens actuellement par rapport à la situation de la tempête, ça on va laisser en forêt, quoi. Ouais, sans autre. Et donc les scieries sont peu intéressées par acquérir ce genre de bois parce qu'elles ne peuvent pas en faire grand-chose. Donc en fait, ce qu'on peut faire avec ces produits-là, maintenant, pratiquement en majorité, c'est du bois de déchiquetage, du bois d'énergie, hein, si on veut, pour les chauffages à distance, pour en retirer de la chaleur. Mais disons, il y en a des telles quantités qu'il y en a plus qu'assez pour alimenter la région. Tout l'écosystème est chamboulé. La nature, elle repart à zéro. Et les forces extérieures qui profitent de cette situation-là, les maladies, les prédateurs, ils profitent de ça pour se régaler. Et ça repart quasiment à zéro. Et ce sera certainement plus la même forêt après que ce que c'était avant. Certainement pas. Il va falloir penser au lendemain de ces tempêtes, où quelle essence va prendre le dessus dans ces forêts. Et puis avec les changements climatiques, c'est vrai que ça devient compliqué parce qu'on a un peu de la peine à savoir quelle essence prendra le dessus. Est-ce que les essences présentes maintenant vont réussir à s'adapter aux changements climatiques, comme l'épicéa, le hêtre ou les choses comme ça? Est-ce qu'elles vont évoluer pour être résistantes aux changements? On a toujours essayé ici dans le canton de Neuchâtel et dans les montagnes neuchâteloises de travailler avec la forêt jardinée, la forêt mélangée, étagée, où sur voilà, la plus petite surface possible, on essaie d'avoir le maximum de diversité, d'arbres de toute grandeur. La forêt jardinée, c'est comme une grande famille où on a des tout jeunes, des moins jeunes et puis évidemment des moins jeunes. Plus il y a de diversité, plus l'environnement, la nature, la forêt arrivera à résister ou en tout cas avoir le moins de dégâts possible et en tout cas à se remettre le plus rapidement possible. On a la chance justement qu'il y ait ces jeunes qui soient là, qu'on les a en fait toujours favorisés, sauvegardés, préservés durant les exploitations, durant les quelques dizaines d'années avant. Donc si on ne préserve pas ces jeunes, on ne les aurait pas maintenant. Il y a quelques-uns qui sont partis avec la tempête, mais vu la densité, il y en avait assez. Et puis fort heureusement, avec ce système de forêt pérenne, on n'a pas besoin de se poser la question si on va devoir replanter. Toutes ces questions après de replantation, c'est du travail, c'est des coûts, il faut contrôler, surveiller, compléter. Puis la question, c'est qu'est-ce qu'on va planter? Si on plante quelque chose aujourd'hui qu'on croit bon dans 100 ans, on nous dira mais pourquoi ils ont planté ça? Parce qu'ils n'ont rien compris. Cette tempête, c'est un peu une première en Suisse. C'était une petite bande qui a versé, c'était pas comme l'Otard où ça a impacté beaucoup plus de surface. Mais je pense qu'à l'avenir, ouais, on risque d'en voir plus souvent. Pour moi, le plus gros dégât, le plus gros impact, il est clairement en ville. Parce qu'en fait, dans les parcs publics, on a des arbres qui sont centenaires ou multicentenaires qui ont été cassés, dévastés, renversés. Et ça va prendre énormément de temps et c'est relativement compliqué pour retrouver ces aspects de parcs publics qu'on avait en ville. Et ça, c'est un gros travail que la ville devra réaliser. Mais ça, c'est pas notre responsabilité de réaliser ça, mais c'est là que l'impact de la tempête se fera le plus sentir. Du côté des pâturages boisés et des forêts, l'impact, il est, je dirais, un petit peu plus limité parce que en fait, ces zones sont relativement étendues. Ici, sur les montagnes neuchâteloises, on a à peu près, on a plus du tiers du territoire qui est recouvert de forêts ou de pâturages boisés. Et c'est qu'une petite partie de ce territoire qui a été dévasté par la tempête. Donc, à l'endroit même où la tempête a soufflé, elle a effectivement fait des gros dégâts. Le paysage a complètement changé. Par endroits, on ne reconnaît plus le paysage. Mais pour la diversité, pour la biodiversité, en fait, quelque part, c'est pas dramatique, c'est pas la mort de la forêt. Il y a encore toute la jeune forêt qui est en dessous de ces grands arbres qui ont été cassés et renversés, mais il y a tous ces jeunes arbres qui sont prêts à continuer à pousser et puis à reprendre la place, si on veut, des grands arbres qui existaient avant la tempête du 24. Je pense que dans les forêts étagées, on a de meilleures chances d'avoir une forêt qui se réinstalle plus rapidement.
que dans une monoculture ou dans des arbres qui étaient tous de même diamètre. Donc pour la suite, je pense que les forêts étagées sont plus résistantes. Et c'est ça le plus important, c'est qu'ici, on avait vraiment toute cette famille qui était ensemble, et voilà, les plus âgés, ceux qui sont plutôt du côté du Haume, sont partis en général, donc on a perdu vraiment le peuplement principal. Et dessous, on a des peuplements petits et moyens qui sont maintenant en pleine lumière, qui sont présents, qui sont relativement denses. Et là, on va gagner en vitalité, on aura aussi de diversité. Donc, grâce à ce traitement jardiné, on arrive facilement, mais ça prendra du temps, je ne vais pas le voir moi, mais on va gentiment reprendre le fil d'une forêt quasiment naturelle. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse passer. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Il y a des petites vestes de l'eau, 2-3 petits gris, mais ça pousse gentiment. Ça poussote. Ça poussote gentiment.